Les débats avec vous, avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique. Bonjour Virginie. Bonjour, Christian bonjour, Villeneuve, bonjour à tous. journaliste politique. Bonjour à vous. Vous avez dirigé de nombreuses rédactions de journaux. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Bonjour. À tous. Et Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. Bonjour. On va, comme on a Frédéric Dabi, on va parler de la campagne des législatives, une campagne atone qui manque peut-être un peu de visibilité et de mobilisation. Le chèque inflation et les annonces d'Elisabeth Borne, on continue de raser gratis, si je puis dire. Et puis, peut-on interdire la voiture thermique d'ici 2025 ? C'est un sujet qui vous préoccupe et qui est évidemment à la une de l'actualité. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec vous, Virginie. Eh bien, il est tout frais, tout chaud. Ouais. Il a été fait ce matin, mon coup de gueule fait l'objet de la déclaration ce matin de Madame Borne sur France Bleu dans une émission. C'était hier, oui. C'était Oui, hier, pardon. oui. Sur France Bleu dans une émission qui s'appelait Ma France. Et Madame Borne était interrogée par une personne en... On a le son. Ah, bah, très on va bien, donc l'écouter. On va l'écouter. Parfait. Il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. Dolores ? Oui, je vous écoute. J'adore quand Madame le Premier ministre dit de reprendre une vie professionnelle. Vous savez, quand vous arrivez au fauteuil, excusez-moi. Voilà, donc oui, il manquait un petit peu le lancement, Oui. l'explication. Donc elle est appelée par une personne en situation de handicap. Exactement. Et donc la réponse de Madame Borne, c'est on va vous accompagner pour travailler. Non, pardon, elle était appelée, oui, par cette personne au sujet de la déconjugalisation de l'aide pour adultes handicapés. Ce qui fait que quand on est handicapé, qu'on est marié à quelqu'un qui n'est pas handicapé, si on est au-dessus du barème, on ne touche pas l'aide. Et elle a été interrogée sur cette déconjugalisation, c'est-à-dire que chaque personne handicapée, mariée ou non, en couple ou non, recevrait, parce qu'elle est handicapée, cette aide. Ouais. Et Madame Borne lui a répondu ce que nous venons d'entendre, et c'est d'autant plus choquant et surprenant que je rappelle que ce sujet a été à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale via une proposition de loi, et qu'à chaque fois le groupe En Marche y est opposé, et que là, comme par hasard, Emmanuel Macron puis Madame Borne disent on va y penser, on va y penser. Ils ont eu l'occasion d'y penser, ça a été l'objet de débats au sein des parlementaires, et ils auraient pu même facilement dire on fait grâce à, parce que toutes les oppositions étaient d'accord, on fait grâce aux oppositions et finalement on leur accorde cette déconjugalisation, et là non, ils y sont opposés, maintenant ils s'en souviennent, et je suis d'autant plus surprise et choquée que Madame Borne, certes, alors elle a été accusée par Jean-Luc Mélenchon d'être brutale, techno, et elle fait l'objet d'une très violente campagne des forces de gauche, mais Madame Borne, je ne sais pas ce qu'elle sait de la vie des gens, je ne sais pas ce qu'elle connaît, mais c'est vrai qu'elle est en campagne électorale dans la circonscription du Calvados, la 6e je crois. Et elle est bien placée. Oui, elle est bien Un placée sondage parce que Fabien. je crois qu'elle est annoncée comme gagnante, mais on se demande un peu ce qu'ont tous ces gens dans la tête, en fait. On se demande comment ils savent parler aux gens, si même ils savent parler aux gens. Et j'en terminerai en disant que, oui, elle parlait à une dame handicapée, mais qu'elle-même est peut-être handicapée du cœur. Voilà. Parce que la dame, en fait, C'est bien pensé, je vous le reconnais. Du cœur et de la parole. La personne qui l'appelait a expliqué que son mari touchait 1800 € par mois, et qui est pas 1810 € par mois, Voilà. et qu'ils avaient un loyer de 1000 €. Voilà, et que si son époux meurt, elle est à la rue pour vivre. Elle est à la rue. Frédéric. Je vais dire deux choses. Je vais Frédéric peut-être Dabi. choquer ma chère amie Virginie. Bien sûr, la déconjugalisation est un vrai sujet. L'IFOP travaille depuis des années pour APF France Handicap, pour l'AGFIP, pour travailler sur l'insertion des personnes en situation de handicap, et systématiquement, notamment du côté des adhérents de l'APF, c'est quelque chose qui est vu comme une profonde injustice. La ministre chargée du handicap, qui est restée 5 ans, Sophie Cluzel, s'est battue, on le sait, mais elle n'a pas pu l'obtenir. Au sein de sa propre majorité. On est bien d'accord, vous l'avez très bien dit, Virginie, au sein de sa propre majorité. Mais là où peut-être que, je dirais que Elisabeth Borne n'était pas si déconnectée que ça, et en décalage, même si ça fait un peu rêche de le dire comme ça, quand on interroge, notamment j'ai en tête notre baromètre AGFIP, je ne l'ai pas sous la main mais je suis sûr du chiffre, quand on interroge les Français en situation de handicap aptes à travailler, ils souhaitent avant tout une insertion professionnelle. Ils voient ça, et quand on travaille sur les indicateurs d'optimisme, de projection dans l'avenir, les
personnes en situation de handicap qui sont salariés, mais il n'y a pas de commune mesure entre leur regard et les Frédéric, ça va handicapés. tout à fait dans mon sens, Oui, ça ne me choque pas. Non, mais, parce que sa réponse n'est pas si déconnectée que ça. Si, parce quand qu'elle suggère à cette dame de reprendre une activité professionnelle qui lui dit, qui lui dit, vous savez, arriver en fauteuil, donc ça dit aussi la difficulté pour une personne. Je vais jusqu'au bout, la difficulté pour une personne handicapée de retrouver du travail. Je ne dis pas, au contraire, à la limite, vous mettez de l'eau à mon moulin, parce que les gens qui sont handicapés cherchent du travail et on ne leur accorde pas si facilement ça. Et j'en terminerai par un dernier chiffre. Il y a 1,2 million de bénéficiaires et 270 000 de bénéficiaires qui sont en couple. Donc ça ne concernerait que 270 000 personnes. Et l'allocation se monte à 919,88 € pour 270 000 personnes qui sont en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'image l'image de Français en situation de handicap qui ne veulent pas travailler est une fausse représentation. Mais non, mais c'est pas au contraire. Ça va encore plus. Mais quel est le taux d'entreprises qui respectent la loi qui leur impose d'embaucher des personnes? J'ai pas le chiffre, mais il y a quand même des compensations. Le fait de ne pas embaucher, il y a des aides. Il y a des taxes. Oui, mais enfin, pardon de dire que les entreprises préfèrent payer souvent que d'embaucher des personnes en situation de handicap. Pas chez nous, pas l'IFOP. Non, mais on est au taux. Et souvenez-vous... C'est pas un taux de 4 à 5%? C'est pas 6%? Moi j'aurais dit 5. Je crois que c'est 6. En masse salariale. En masse salariale, ouais. Mais souvenez-vous alors évidemment le nom m'échappe, de ce sociologue qui travaille sur les discriminations à l'emploi. Ce ne sont pas les personnes racisées et autres, ce sont les handicapés qui sont les personnes les plus... Même quand vous mettez sur un CV léger handicap, vous avez moins de chances que si vous venez d'une banlieue difficile. Alors que quand on interroge, je continue, les directions des ressources humaines qui emploient des personnes en situation de handicap, leur regard sur le handicap change positivement et fondamentalement. Mais donc la difficulté de retrouver un emploi pour une handicapée rend d'autant plus la phrase de Madame Borne absolument inaudible quand elle dit vous devriez reprendre une activité professionnelle comme si ça allait de soi, alors qu'on sait à quel point c'est un combat. Oui. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous. On continue de débattre. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique, Christian de Villeneuve, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. On va parler du chèque inflation annoncé par Elisabeth Borne, comme par hasard quelques jours avant les législatives. Peut-on interdire la voiture thermique d'ici 2035? C'est ce qui en tout cas semble se profiler au Parlement européen. Et puis la campagne législative à 4 jours du premier tour, avec un manque de mobilisation. On va voir ça avec Frédéric Dabi dans un instant. Mais Frédéric, vous, votre votre info du jour, on va dire. C'est moins une info. Alors j'ai remarqué la une du Parisien qui parle une fois de plus d'Orpea, Korian qui est maintenant dans la cyclone aussi. Tourmente. Et c'est vrai que l'angle de la question du grand âge, alors ça rejoint ce qu'on a dit avec Virginie, son angle émotionnel est extrêmement important. Ce qui se serait passé dans les résidences Orpea, il y a eu ce fameux livre Les Fossoyeurs, mais on a interrogé Victor Castanet. Tout à fait. On a pour le CINERPA, qui est le syndicat des entreprises du grand âge, dans lequel il y a Korian, il y a Orpea. C'est vrai qu'ils auraient pu, chaque année, on fait un baromètre avec eux sur l'image du grand âge et l'image des résidences privées. Ils ont été assez courageux, ils auraient pu se dire, depuis la tempête du mois de janvier, laissons tomber cette année l'édition du baromètre et on la fera l'année prochaine quand ça ira mieux. Ils ont été extrêmement courageux. J'ai présenté l'étude la semaine dernière à Cannes lors de leur congrès. Ce qui est très intéressant, c'est que l'opinion publique est bien sûr marquée par ce livre et l'émotion autour de ça. Le livre a dégradé l'image que les Français ont des EHPAD à 84%. Ça les pousserait à 3/4 à éviter de placer un proche en EHPAD ou même d'aller un jour en EHPAD. Mais voilà, l'opinion est faite d'émotion, mais il y a toujours cette question du grand âge. Il y a toujours cette question de l'autonomie des anciens. On a vu ensemble à plusieurs reprises à quel point les 50-64 ans étaient la tranche générationnelle la plus concernée par le statut d'aidant et étaient très inquiets de la question du grand âge. Et malgré le livre, malgré ces affaires qui ne semblent pas bon, quand on interroge les Français sur la meilleure solution pour une personne en perte d'autonomie, ils citent toujours fortement les EHPAD. Mon simple, c'est pas un coup de cœur ni un coup de gueule, mais c'est dire qu'au-delà du livre, il faudrait pas que toutes les affaires autour du livre fassent qu'on ne parle pas de cette question
que faire de nos seniors? Bien sûr. Quelle gestion du grand les âge? gens préfèrent l'EHPAD à une solution à domicile. Oui, Vous avez posé la question. Tout à fait. Alors, Préfèrent ou n'ont pas le choix financièrement? Alors voilà, lorsque la personne est encore autonome, le maintien à domicile, sans surprise, est absolument plébiscité. Dès qu'il y a une perte d'autonomie et il y a une question sur les proches atteints par la maladie d'Alzheimer, malgré le tumulte autour de ces affaires, l'EHPAD reste publicité. Donc, au-delà de cette... Je trouve que c'est un peu une lapalissade. Enfin, pardon, Frédéric. Mais je pense que... Vous avez quelqu'un en perte d'autonomie, franchement, on n'a pas le choix. Il y a des pays, il y a des endroits où on prône le maintien à domicile. En tout cas, ce que je veux dire tout simplement, c'est que cette affaire ne doit pas mettre de côté la question de la résolution, de la gestion du grand âge, qui est quand même promis depuis une vingtaine d'années. La 5e branche, on en parle depuis 2002, et les choses ne sont pas faites. Oui, ça c'est... Par rapport à tous ces scandales autour des EHPAD, je m'étonne que font les ARS, les contrôles, voilà, exactement. C'est ça la question. Bien sûr. Parce que ça a été un peu dit dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de collusion aussi, ou un peu de pas d'incompétence, mais de paresse, où il n'y a pas eu de vérification. Hein. Non, c'est un peu ça. Juste, je voulais vous lire le témoignage de Chris à propos du débat sur le handicap. Il nous dit que sa fille est Asperger, autiste Asperger, et quand elle cherche du travail, eh bien, on lui propose des boulots sans rémunération. Elle ne conduit pas. On lui explique en parlant, c'est déjà bien. Voilà, on lui propose, elle ne conduit pas, donc elle doit payer son moyen de transport. Donc en gros, le travail de la personne handicapée, après il y a différents types de handicap, est extrêmement compliqué quand on rentre dans le détail des choses. Frédéric, parmi les questions que vous posez aux Français, est-ce que la question de la rentabilité de ces grands groupes est évoquée? Parce que c'est un des sujets sur lesquels il y a une vraie crispation. En effet, il faut traiter la question du grand âge, en effet, il faut prendre en charge, et quand les gens sont handicapés ou en grande difficulté, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Mais à un moment donné, c'est vrai que ce qui choque, alors c'est peut-être une perception, mais ce qui choque, c'est qu'on se dit, tiens, c'est des grands groupes financiers qui font beaucoup d'argent sur le dos des vieux. Etc. Voilà. Donc est-ce que cette question il y avait une question qui était posée sur l'acteur de prédilection pour gérer ces centres. La nationalisation du secteur est rejetée aux 3/4, ce qui peut être vu comme étonnant compte tenu de l'onde de choc du livre Les Fossoyeurs, et les Français n'optent pas pour une bataille faite d'Hernani privé-public. Ils pensent qu'il faut les deux. Il faut du privé et du public. Ça doit être mieux contrôlé. Alexandre, un coup de cœur qui m'étonne. Oui, en fait, un coup de cœur au président de la République. Alexandre est de bonne humeur aujourd'hui, profitons-en. J'ai décidé de lui adresser un coup de cœur ce matin. En fait, il se trouve qu'en décembre 2021, avec Sinopia et quelques personnalités, on avait lancé un appel en faveur d'un Conseil national de la reconstruction. Et ces derniers jours, le président a lancé effectivement son idée, après les législatives, de mettre en place un Conseil national de la refondation. Alors, il se trouve qu'à part le mot, globalement, les attendus, le projet, la méthode, reprend un peu ce qu'on s'était dit, nous, avec Sinopia, dans le cadre de notre appel. Donc, on est plutôt content de voir qu'une idée comme celle-là se met en œuvre. On verra dans quelles conditions. C'est un machin. Alors, c'est un machin. Est-ce que le CESE ne sert pas déjà à ça? C'est exactement le débat qu'on a eu lundi. Nous avons déjà le Conseil économique et social et environnemental. Je suis prêt à entendre tous vos arguments et à les rejeter en bloc. Voilà. Ça dure pas longtemps la bonne humeur. Non, mais pour vous dire que de toute façon, il y a besoin de trouver à un moment donné un lieu dans lequel on expérimente d'autres façons de faire de la démocratie. Et le CESE, et le CESE, je répète. Le CESE, je suis d'accord, mais le CESE d'abord, il est concentré le sur... Parlement. Il n'est pas ouvert comme il l'est, et la manipulation... Non, mais le Parlement, si le Parlement et la démocratie représentative avaient aussi bien fonctionné ces 40 dernières années, on ne serait pas obligé d'expérimenter de nouvelles façons de faire de la démocratie. Je rappelle par exemple, si on prend un autre sujet, un autre cas, qui est Taïwan, qui est une très jeune démocratie, qui a 25 ans d'expérience. Ils ont commencé par un modèle 100% représentatif. C'est 25 millions d'habitants, on ne peut pas jeter Taïwan aux orties. Et donc, ce Virginie... Non, je dis Taïwan l'exemple, bon, très bien, pourquoi pas. Et en l'espace de quelques années, ils ont renforcé leur démocratie toute participative, toute représentative, par un vrai pilier participatif. Les Anglais font des choses extrêmement étonnantes là-dedans. Donc il faut qu'on expérimente. Il vous a pas échappé qu'on était en France. Oui, mais d'accord, mais la France... Et qu'on a déjà pas mal de choses. Mais étant donné l'état général du pays, les problèmes des impasses dans lesquelles on est au niveau budgétaire, étatique, les crispations générales, voire les rejets extrêmement profonds, l'état de défiance, si on n'expérimente pas, si on n'essaye pas de fabriquer autrement du consensus ou du consentement sur les grands sujets qui sont devant nous, eh bien vous avez, à mon avis, toutes les chances que ce sera le 4e tour, ce sera
qui fera la loi, et on n'arrivera pas à grand chose dans ce quinquennat. Donc faut donner la chance à la chance. En effet, si Emmanuel Macron ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé avec le grand débat ou avec ce qui s'était passé, la Convention pour le climat, oui, il a retenu pas grand-chose. Non, mais la méthode n'était pas bonne. Et après, sur le reste, on verra. Mais si il se donne les moyens d'en faire un bon outil, ça peut être positif. Et une fois tentons, on peut dire après tout tentons et donnons la chance à la chance. Et si ça marche pas, bon, on le dira aussi. Oui, si ça marche. Ah bah mais attendez, c'est quand on fait quoi? Bah, non, mais on a quand même, on a évoqué ce débat, on a le Conseil économique et social qui ne sert à rien. Vous avez tort. Qui ne sert à rien. Et qui devrait servir. Mais vous avez tort, vous ne pouvez pas dire ça comme ça. Rien n'est binaire. Parce que le Conseil économique et social fait un énorme travail. Et le problème du travail du CESE, la loi a changé. Il ne vous a peut-être pas échappé que la loi a changé sur la réforme du CESE et que maintenant le CESE a un rôle de participation à la fabrication de la loi en amont de la loi. Et sur saisine du Premier ministre, le CESE peut être la chambre consultée de manière systématique. Donc il y a déjà ce qu'il faut. Donc il y a déjà un dispositif, mais c'est pas le même format. Si vous demandez au CESE, non, d'une part, deuxièmement, le CESE est composé de personnalités qui n'auront pas le temps, compte tenu de leurs agendas, parce que ce sont des gens qui ont généralement plusieurs mandats, dont un au CESE, n'auront pas le temps de siéger d'une manière longue, parce que pour faire porter les sujets qui sont là, il faut pas refaire ce qui a été fait avec la Convention pour le climat, où c'est quelques week-ends sur un cycle de 6 mois. Il faut vraiment siéger dans une assemblée où on va pouvoir travailler dans la durée les quelques grandes questions. Tirer au sort, c'est ça? Non, mais d'abord c'est représentatif, c'est-à-dire que c'est à la fois les partis politiques, les organisations syndicales, voilà, c'est la société dans son ensemble, une sorte d'état généraux, et dans lequel, voilà, une sorte d'état généraux, et dans lequel on ajoutera sur la base de je ne sais pas quel fichier des citoyens tirés au sort pour compléter l'expérience. Et là-dessus, on s'appuie sur ce qui s'est passé au CESE, justement non pas dans le cadre de la Convention pour le climat qui est le mauvais exemple, mais en amont de ça, le CESE avec le Conseil économique et social a expérimenté des assemblées citoyennes avec des citoyens tirés au sort et des conseillers du CESE, et ça a produit du point de vue expérimental, moi j'ai suivi ça de très près, d'excellents résultats. Donc c'est plutôt une bonne idée sur le papier. Maintenant, si c'est un gadget, ce sera une nouvelle fois le côté déceptif qui l'emportera, et avec toutes les mauvaises conséquences qu'on aura. Si ça fonctionne, si ça peut fabriquer un peu de consensus sur des propositions dont on a besoin sur les institutions, le comment on fait cette réforme de la retraite, le comment on fait de la politique, eh bien après tout, pourquoi pas. Moi je crois qu'il faut y croire. Est-ce que vous êtes sûr que ce machin va être saisi de la réforme de la retraite? Moi j'ai pas compris ça du tout. Il est question qu'ils en parlent. On verra. Mais l'enjeu majeur, Virginie, vous avez sans doute raison, mais l'enjeu majeur, ça reste la méthode. Le prochain quinquennat sera placé sous le signe d'une nouvelle méthode et il y aura des résultats. Ah bon, on a vu. Alors là, Christian, je vous écoute, on a vu. Le prochain. J'ai pas dit pas ça. Frédéric, non, moi je vais être plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Oui, tentons de nouvelles choses. On a un pouvoir présidentielle, on a une scène faite parlementaire qui n'est pas visible, on a une abstention jamais vue à chaque scrutin, on verra dimanche et je m'attends au pire. Attendez, je vais finir une phrase. Je pense quand même, moi je vois, ça fait des années que je fais des conférences citoyennes et ça marche si le contrat est clair. Sur la convention citoyenne, ça n'était pas clair, parce que les rôles étaient confondus. Le politique tranche, le politique choisit. On leur a dit à ces citoyens qui ont beaucoup travaillé, ils ont fait 8 ou 9 séances, c'est un vrai travail. On leur a dit tout ce que vous proposerez, et qui ont été très déçus, et ont été incroyablement sans filtre. Il ne faut pas le faire. C'est le politique qui doit garder la main, mais qu'il consulte les citoyens, qu'il consulte les parties prenantes, qu'il consulte les institutions, les contre-pouvoirs. Moi, je trouve ça intéressant, et j'ai un scoop, ça existe. Ça se fait au niveau local. Je vais prendre un exemple extrêmement ancien. J'avais travaillé avec Alain Juppé lorsqu'il a complètement requalifié le centre de Bordeaux avec l'arrivée du tramway, etc. Juppé, qui pourtant à cette époque avait une image très verticale, très autoritaire, a fait des conventions citoyennes, a fait travailler toutes les parties prenantes de Bordeaux. Mais il a tenu compte de leurs avis. Oui, il n'est absolument pas le cas pour l'instant des organismes qui existent déjà. Ils ont beau s'exprimer, on les écoute pas. Je vais dire du bien de la ville de Paris que Virginie aime tant, que Valérie et Virginie aiment tant au pluriel. J'ai travaillé quelques années pour la ville de Paris sur des conventions citoyennes, sur des conférences citoyennes, notamment celle de 2014, comme ça. On n'est plus dans l'actualité sur la pollution atmosphérique, et beaucoup de choses qu'avaient proposé les Parisiens ont été retenues, ont été mis dans les projets de la ville. Il y a eu la preuve que le travail citoyen n'était pas un gadget d'un côté ou
on va tout faire et finalement on ne tient rien. Ouais. Et c'est vrai que la Convention citoyenne a eu un effet de ce point de vue-là délétère. Ce qui est vrai sur les questions locales n'est peut-être pas peut-être pas vrai sur des questions régaliennes ou des questions nationales. Voilà. Exactement. Jusqu'à présent, ça n'a jamais été vrai. Allez, petite pause. À quoi servent les élus? À quoi sert la chambre? Justement, il faut redonner à chacun son rôle et sa place. C'est l'élu qui tranche. C'est très malencontreux d'annoncer la création de ce... Juste avant les législatives. D'enjamber les législatives. Non, mais ça, c'est après on peut critiquer la façon de faire de la politique d'Emmanuel Macron, mais en même temps, inventer de nouveaux dispositifs, c'est la clé de voûte d'un prochain, je dirais, de la prochaine façon de gouverner. Est-ce que nous ne nous occupons pas des dispositifs qui existent déjà? On a des assemblées législatives, un premier tour dans 3 jours, disons, c'est très important. On va pas refaire le débat, mais aujourd'hui, le modèle est représentatif essentiellement. Il faut renforcer la cathédrale représentative par des arcs-boutants, on pourrait appeler ça comme ça, pour une allégorie, avec de la participation, de la consultation, des assemblées délibératives. Voilà, il faut faire vivre le système, il faut irriguer le système. On se retrouve dans un instant, on va parler des législatives avec le coup de gueule de Christian Villeneuve dans un instant. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Virginie Leguet, Christian de Villeneuve, Frédéric Dabi et Alexandre Malafaille. Alors Christian, vous êtes autorisé à 2 coups de gueule aujourd'hui. Il y en a un qui concerne Parcoursup. Voilà, oui. Moi, j'ai un coup de gueule contre l'éducation nationale qui n'assure plus vraiment sa mission. J'ai la fille d'une amie là, qui était une brillante élève, 17 de moyenne à Duruy, qui a reçu la proposition de Parcoursup suivante. La proposition est licence de droit à Sorbonne entièrement en distanciel. Entièrement. Attends, j'ai le papier. C'est écrit noir sur blanc. Attends. J'ai amené le papier parce que je n'y croyais pas. Quand on sait l'importance et la difficulté de passer du lycée à l'université, quand on sait l'importance du le vertige pour les nouveaux étudiants. Voilà, de la relation avec l'assistant, de la simulation avec les autres étudiants, de la relation concrète avec... Et des effets qu'ont provoqué les confinements sur les élèves. Non, mais quel est l'argument? C'est quoi? Il n'y a pas d'argument du tout. Non, mais comment on propose des cours en distanciel? Je pense qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. L'éducation nationale n'assure plus sa mission. Et alors, il y avait déjà beaucoup d'abandon d'étudiants en première année. Là, ça va être... Non, mais c'est terrible quand même. Hein. Surtout une matière aussi aride que le droit. Non. Enfin, pour la pauvre gamine, elle est fille d'un milieu simple, elle est complètement livrée à elle-même. Elle est désespérée, la gamine. Elle a fini par accepter parce qu'autrement, on lui a proposé ça. Elle a accepté. Bah oui. Elle propose que ça, elle n'a pas d'autre choix. Éventuellement. En privé, non, même pas. Alors après, je ne sais pas. Ouais. Bon, enfin, le premier choix, c'est celui-là. C'est proposer à quelqu'un qui sort du lycée un enseignement en distanciel. C'est complètement aberrant. Franchement, on marche sur la tête. C'est vrai pour le collège, pour le lycée aussi. Moi, j'ai vu ça autour de moi à plusieurs reprises avec ma famille. Là, c'est la fille d'une amie qui est en province, qui veut revenir à Paris. Elle n'aura pas de réponse sur ses affectations à Paris pour pouvoir rentrer en terminale avant le 28 août, sans savoir où elle va aller. On est tout le monde est confronté à ça. Il y a une espèce de on a confié en fait la gestion de tous ces parcours, ces trajectoires à des algorithmes, et c'est dramatique. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Oui, c'est tout fout le camp. Non, mais je voyais hier, on ne va pas le traiter, mais 8000 chauffeurs de car qui vont manquer. Ouais. Ce matin, on voit que dans les crèches, garderies, on n'a pas assez de personnel. Ce week-end, gare Montparnasse, plus de train de banlieue pendant tout le mois de juin. C'est-à-dire que vous arrivez à Montparnasse, vous voulez aller en banlieue, vous ne pouvez pas et c'est fermé, il n'y a pas. Donc, ça confirme qu'il faut un conseil national de la refondation. Bien avec sûr, une nouvelle méthode. Ça va changer. Et puis, vous avez ce que vous racontez sur la fac. Et les enseignants qui ne seront pas assez nombreux non plus à la rentrée. Christian, le deuxième coup de gueule, il tombe bien puisqu'on voulait en parler, cette campagne législative atone. Voilà, non, moi, effectivement, un coup de gueule contre la dépolitisation de la vie politique française et donc de la démobilisation de l'électorat à l'occasion de cette élection. Je crois que les causes, elles sont doubles. Elles sont d'une part conjoncturelles, d'autre part structurelles. Conjoncturelles, c'est d'abord le non-débat présidentiel à l'occasion volontairement organisé. Le non-débat sur les législatives. Exactement. L'absence de projet. L'absence de vision, ça, je pense que c'est une des raisons de cette dépolitisation. Et puis il y a une cause, structurelle, à savoir un mode de scrutin qui va renvoyer au Palais Bourbon une chambre, une assemblée qui n'est pas représentative de la réalité sociale des Français.
Si on en croit les sondages de Frédéric, là, de Frédéric Dabi, on va avoir une majorité relative ou absolue de LREM. On va avoir une LREM, Modem, Horizon. Parce que voilà, c'est ça. bien sûr. On va avoir une très forte représentation de la NUPES, NUPS. Et voilà. Sandrine Rousseau a dit qu'elle aimait bien NUPS parce que ça faisait un peu apéritif croustillant. Ça fait ça. Ça fait du. Elle a dit ça. Non, mais la bêtise des arguments, parfois. Voilà. On va avoir une très faible représentation, une faible représentation probablement de LR, une faible représentation de RN. Et je vous rappelle quand même que la France est très majoritairement à droite et que Marine Le Pen n'a remporté que 13 millions de voix. Et qu'elle est au second tour, contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Donc ça, c'est bon. Alors depuis des années, on nous parle de proportionnel. Ouais. Total ou partiel, on ne voit absolument rien venir. Et cette situation, pour me paraît, elle est grave, parce que lorsque la réalité, la représentation politique ne correspond pas à la réalité sociale, c'est la rue qui prend le pouvoir. Ouais. Frédéric? Non, mais je partage ce qui vient d'être dit. Il y a vraiment des raisons structurelles. Il y a cette fameuse inversion du calendrier électoral qui a fait perdre aux législatives toute leur autonomie, scrutin de confirmation, scrutin de continuité. La dernière campagne législative, en plus, elle avait été courte, mais où il y a vraiment eu un enjeu, c'est 97. Ça remonte quand même maintenant à 25 ans. Et puis, c'est vrai que puisque le scrutin législatif est indexé sur la présidentielle, la présidentielle qui n'a pas eu cet effet cathartique, qui n'a pas eu cet effet où les Français ont vu des débats, ont été confrontés à des offres différentes. Aussi volontairement organisées par Emmanuel Macron. Bien sûr. Et il n'y a aucun élan. Oui, et voilà, l'absence d'élan présidentiel conduit à une abstention qui va être majoritaire. Ça sera la deuxième fois sur la 5e République. On est à 48%, mais on a une mesure pour Sud Radio qui sera lâchée vendredi matin. On va être peut-être, encore en dessous. Ça sera du jamais vu depuis 2017. Et c'est vrai que cette présidentielle n'a rien réglé, n'a rien tranché. Un chiffre, c'est la première fois depuis que l'IFOP fait des enquêtes sur l'optimisme des Français, qu'après une élection présidentielle, c'était une enquête une fois de plus pour Sud Radio, l'optimisme après la présidentielle a décru d'une quinzaine de points. Ça n'arrive jamais. Ça, on peut l'expliquer. On peut l'expliquer parce que il y a l'Ukraine, il y a beaucoup de choses. Il y a ça, non, mais il y a aussi un nouveau gouvernement. Il n'y a aucun effet waouh avec le je l'ai gouvernement. fait avant la formation du gouvernement, Alexandre, mais ça en dit long sur la présidentielle qui n'a pas embarqué les Français. Et les scrutins législatifs où, on l'a dit tout à l'heure, il y a des campagnes locales partout, les partis se battent, les candidats font campagne, mais il n'y a pas d'orchestration nationale. Il n'y a pas d'éléments qui pourraient créer du crescendo autour de la participation. Quelle sera la base électorale sur laquelle ces élus, ces nouveaux parlementaires ou ces anciens parlementaires seront réélus? Elle sera extrêmement faible. Et une fois de plus, une pièce de plus pour le fameux discours si dangereux de délégitimation des élus. Oui, mais de fait, à un moment donné, si on se retrouve avec 10-15% des gens qui vous élisent et ils vous donnent entre guillemets les clés du camion pour tout faire, on peut quand même poser la question de savoir si c'est véritablement légitime. Vous avez la légalité pour agir, mais c'est pour ça que là encore, la recherche de nouveaux dispositifs, de nouvelles façons de faire de la politique pour gouverner, pour aller chercher du consentement et de l'adhésion, parce que les gens soient très bien élus, très mal élus, si derrière les lois sont acceptées, tout va bien. Le sujet, c'est de faire accepter les lois. C'est pas seulement de voter des lois et de les appliquer de manière autoritaire. Quand elles sont trop autoritaires ou très mal comprises, elles sont rejetées. Et ou on ne les met pas en œuvre correctement, ou alors on les passe et on fait des réformes superficielles. Donc tout ça, ça pose effectivement question de comment demain on refera la démocratie. Pardon, il suffisait de faire campagne. Moi, je suis désolée de le dire. Je termine. Je suis désolée de le dire. Je trouve que la responsabilité d'Emmanuel Macron pour la non-campagne présidentielle, et la non-campagne législative est très importante. Le seul qui fait campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est le seul qui fait campagne. Et les sondages lui donnent, alors là je m'adresse à Frédéric, entre 145 et 200 sièges. On est même entre 180 et 200 sièges. Sur 577 sièges, autrement dit, quand on fait campagne, on parle aux gens. Et Jean-Luc Mélenchon, il parle aux gens. Et probablement, les sièges qu'il a ne représenteront pas forcément que des électeurs qui seront passionnés par la gauche, mais qui ont entendu le message de Jean-Luc Mélenchon. Donc il faut que les gens aillent voter, c'est aussi le message qu'on fait passer. Les résultats seraient Alors bien on va y différents. revenir, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et nous parlons de cette campagne des législatives. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils n'ont pas reçu les programmes. Moi non plus, je dois le dire. Dans ma boîte aux lettres, je n'ai rien reçu. Et ce week-end au marché, il y avait une seule personne qui tractait. C'était assez bizarre. Paris, j'ai reçu.
Oui, moi je ne suis pas à Paris, je suis à côté. On y reçoit traditionnellement le jeudi, vendredi. Bon, on va voir. Il faut espérer que le précédent des régionales, ça a été quand même très problématique. Pour la présidentielle aussi. Qui va aller voter, Frédéric Alors, c'est vrai que quand l'abstention devient si forte, alors déjà, pour qu'il sonne le glas, il sonne pour tout le monde. Ouais. Toutes les catégories sont touchées, y compris les catégories participantes traditionnellement. Mais quand même, quand on a une abstention forte, il faudra regarder avant tout ce qu'on appelle l'abstention différentielle, les segments de population qui vont le plus voter, plus les personnes âgées que les jeunes, plus les catégories sociales supérieures que les catégories populaires. Donc la droite plus profite d'une abstention... La droite et le centre, on va dire, plus des catégories diplômées, mais c'est quand même intéressant, et c'est notre sondage d'hier, une fois fiducial pour LCI et Sud Radio, c'est que la NUPS fait des très bons scores dans des catégories moyennes, des catégories supérieures qui, elles, iront voter. Le seul point de handicap pour la NUPES, c'est les jeunes. De handicap, ce sont les personnes âgées. L'électorat âgé, s'il y a une abstention si forte que ça va, au final, arranger, si je puis dire, ensemble, la majorité. Donc 170 à 205 sièges, c'est ça pour... oui, c'était 180 à 210 dans la projection d'hier, et une majorité relative. Alors, ça serait une deuxième édition après Rocard en 88, à qui il avait manqué 13 sièges. Dans notre fourchette la plus haute, il manquerait une vingtaine de sièges. Et là, on peut vraiment rebondir sur ce que disait Christian de Villeneuve, absolument remarquable comme constat, parce que c'est vrai que on va se retrouver avec une assemblée qui est très peu représentative. On peut féliciter le président, là pour le coup, au sens un peu cynique du terme, parce que il a reproduit sur les législatives le même schéma que sur la présidentielle. Exactement. Avec pas de campagne. Merci, risque et périls. Alors là, je pense que pour le coup, ça peut se retourner contre lui. On verra dimanche et dimanche prochain, mais c'est vrai que les résultats ne sont sans doute pas ceux qu'il avait escomptés, et il sera peut-être en situation d'être au pouvoir avec une majorité relative, ce qui est quand même beaucoup moins confortable. Mais ça pose aussi la question de comment, si on doit garder ce système avec ce double temps, présidentiel puis législatif, sur lequel on pourrait peut-être travailler, y compris dans un conseil de la refondation, ce serait intéressant en tout cas de se poser la question des formats. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin quand même pas d'instaurer de manière obligatoire, en tout cas de dire, voilà, ça manque de débat, pardon, mais en effet, il se passe des choses sur les marchés, mais bon, ça suffit pas à faire une campagne. Il y a quelques meetings ça et là, il y a quelques candidats en vue, ok. Non, mais au niveau national... Mais il n'y a rien, il devrait y avoir 2-3 débats, des grands débats, voilà. Et après, pardon, je termine sur un point, moi je m'interroge toujours, et je pousse à chaque fois un coup de gueule sur ces ministres en campagne. Voilà, ça pour moi c'est invraisemblable. Je vois pas l'intérêt, à part faire placer un suppléant et peut-être se mettre en danger, avoir quelques sensations avant de revenir dans son ministère. Mais franchement, c'est indécent d'avoir des gens qui ont des charges considérables et qui ont quand même le temps d'aller faire campagne. C'est la légitimité du scrutin. Oui, mais d'accord, mais ils ont été nommés. Alors là, la légitimité, ils la tirent pour le coup du président de la République, et ils sont là pour bosser. Quand je vois qu'on a un Premier ministre en campagne, alors qu'on est soi-disant dans une situation un peu difficile, je m'interroge sur le sérieux de cette approche-là. Il ne faut pas non plus après s'étonner que les Français soient en rejet du système, parce que c'est indécent. Oui, non, Christian de Villeneuve. On peut s'étonner, par exemple, que les télévisions publiques n'aient organisé aucun débat avec les chefs de parti. Ouais, ça aurait été pertinent. Alors, avec les chefs de parti, France 3 a fait beaucoup de débats locaux en région, où on a eu quelques bêtisiers, quelques perles de candidats ou candidates ne connaissant pas leur dossier. Faut pas c'était 10 minutes à la fin de la journée. Il ne faut pas se moquer. Mais c'est vrai qu'en dehors des clips de la campagne officielle qui ont commencé seulement lundi, si je ne me trompe pas, il y a très peu de choses. Et puis, je rappellerai, pour les plus anciens, avant, à chaque scrutin nationaux, présidentiel et législative, il y avait des campagnes du CIC, Centre d'information civique, qui appelaient les Français à aller voter. Alors, il y a des choses qui se font sur Internet, notamment pour les jeunes, mais il manque vraiment, même au niveau des vecteurs, de cette orchestration nationale pour pousser les Français à voter. On aura un sondage jour du vote avec Sud Radio, TF1 et Match dimanche pour expliquer les ressorts de l'abstention. J'imagine que la logique qu'on avait vue au régional, au municipal de vanité du vote, voter c'est vain, voter c'est inutile. Mais Frédéric, est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Vous êtes le spécialiste des sondages. Je sais que vos prédictions sont solidement étayées. Malgré tout, moi je m'interroge sur le nombre de circonscriptions qui sont attribuées à la NUPES. Et je vois les campagnes qui se font dans les 577 circonscriptions. Il y a à peu près 100 sortants de droite, je crois, ou 100, oui, 103. Oui. Bon, ces sortants-là, est-ce qu'ils vont réellement être balayés? Non. Ou est-ce que, paradoxalement, on va se retrouver avec un résultat qui sera beaucoup plus équilibré que ce que les sondages laissent dire? Je ne veux pas vous faire de la peine, mais pardon, la droite pourrait résister, la gauche, elle est absorbée par la NUPES, et reste la question cruciale
pardon, de Marine Le Pen, qui n'a pas l'air de faire vraiment campagne et qui est arrivée pour la seconde fois au second tour pourrait se retrouver avec un nombre de députés incroyablement inférieur à Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé 3e. Virginie, si j'étais méchant, je disais vous critiquez un sondage que vous n'avez pas vu parce que non, je critique pas. C'est une question. Je pose une question. Non, mais quand vous dites, est-ce que vous vous trompez pas? Bien sûr qu'un sondage peut se tromper et n'est pas là pour donner une vérité. Mais ce que l'on voit, c'est que les 100 élus LR de 2017 ont déjà été élus par gros temps en 2017. Donc, ils sont solidement implantés. Entre ceux qui ne se représentent pas, les 4-5 qui sont passés chez En Marche, on donne une projection entre 45 et 60 députés de mémoire LR. Alors, c'est un recul, mais le score de LR est, si je puis dire, malheureusement, en dépit de l'implantation de ces candidats, indexé sur le score présidentiel de Valérie Pécresse. Alors, certains, je donne pas de nom parce qu'ils vont très largement sauver leur peau. Je pense à Aurélien Pradier, par exemple, dans l'autre, Raphaël Schellenberger, etc. Il y a un duel Michel Herbillon qui est depuis très longtemps face à Emmanuel Vargon. On verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que l'effet de souffle présidentiel, qui est beaucoup moins fort qu'en 2017, va quand même souffler. Maintenant, pour le Rassemblement national, il y a deux phénomènes à mettre en avant. Le premier, c'est la première élection législative où il n'y a pas, pour l'instant, un effondrement entre le vote Marine Le Pen et le vote RN aux élections législatives. En 2017, on va être très très transparent. Notre dernier sondage mettait le RN à 17, donc 5 points de moins que le score de Le Pen. Il a fini à 13,5. Là, il est autour de 20. Mais il y avait eu débat d'entre deux tours. Peut-être qu'on le surestime un petit peu, mais en tout cas, il n'y a pas d'effondrement du socle RN. Maintenant... Donc vous estimez à combien? Alors, on est entre 20 et 40 députés, ce qui paraît peu. Ce qui est quand même pas beaucoup. Mais ce qui est énorme, parce que n'oublions pas que le RN a eu un... Ils n'avaient pas de groupe. Le RN-FN a eu un groupe à un seul moment de l'histoire. C'est en 86 parce que c'était un vote proportionnel. Et c'est vrai que la configuration de second tour de duel, parce qu'il y aura des duels partout, il y aura quasiment aucune triangulaire, et une catastrophe pour le RN parce que ça accélère, ça amplifie une logique d'élimination du vote du candidat FN. Entre 88, la victoire de Yann Pia, qui était la filleule de Jean-Marie Le Pen dans le Var, et 2017, donc quasiment 40 ans, 39 ans, le RN-FN n'a jamais gagné un duel de second tour aux législatives. Oui, mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on peut se trouver avec Marine Le Pen, 13 millions de voix présidentielles. Au second tour, allez, disons 30 députés elle aura un groupe déjà. Et Mélenchon, avec 200 députés. C'est invraisemblable. C'est inacceptable. Bien sûr. J'entends ce que vous dites, je ne suis pas défenseur du système, mais ce débat, on l'entend à chaque élection législative, déjà en 2017, même en 2012, Marine Le Pen, rappelez-vous, avait été battue dans son fief, qui n'était pas encore son fief, d'Hénin-Beaumont. On a un système, certains systèmes sont encore plus durs. Le système anglais, c'est un système uninominal à un seul tour, donc vous vous rendez compte que vous jouez votre peau dès le premier tour, et c'est vrai que la proportionnelle, que les Français souhaitent avec une dose de Roselyne, on en parlait en 2017, ça devait être fait, il ne s'est rien passé. Là aussi, c'est des choses un engagement de campagne. Bien sûr, il y a eu des reconquêtes d'Éric Zemmour. Reconquêtes entre 0 et 3 sièges. D'accord, mais en pourcentage de voix entre 6 et 7, c'est-à-dire assez proche du score présidentiel, mais qui sera plutôt en dessous, parce que l'équation Zemmour joue moins, et là, les candidats, excepté des gens comme Guillaume Pelletier, sont très peu implantés. Très peu implantés. Et Zemmour à Saint-Tropez. Et Zemmour à Saint-Tropez, ça donne quoi? Il y aura un sondage IFOP jeudi, dans un dernier pour le JDD, c'était compliqué, mais c'était pas complètement perdu. D'accord, bon, on verra, on va attendre ça. C'est radio d'ailleurs. Pardon, oui, IFOP. Il y aura un peu de spectacle. Mais comment ça va se répartir NUPS à l'Assemblée? Parce que ça regroupe un certain nombre de mouvements. Il y a le PS, il y a les Verts, il y aura différents groupes. Chaque groupe aura son autonomie, d'après ce que j'ai compris. Chaque groupe fera son groupe, mais il y aura aussi un intergroupe. Et c'est vrai que peut-être à des moments importants comme le vote de confiance pour Elisabeth Borne après son discours de politique générale, il y aura peut-être des députés NUPES non LFI qui voteront la confiance, sans doute pas, mais il y aura peut-être sur différents moments de la législature, de la mandature, des clivages entre des différences de vote entre les différents membres de la NUPES. Le président de la République n'est obligé, c'est pas un accord, c'est un accord électoral, c'est pas un accord politique. Mais le président de la République n'est obligé de rien, mais est-ce qu'il va quand même être contraint de remanier son gouvernement s'il y a débattu déjà par définition, s'il
si la jurisprudence qui a été créée en 88, puisqu'il y a une ministre qui avait sauté, c'était Catherine Trautmann, elle avait été battue aux élections législatives, et elle avait donc quitté le gouvernement. Il y aura Juppé avait été battu à Bordeaux. Tout à fait, 88 et 2007. Non, parce mais je vous parle pas qu'il n'y a pas eu de défaite en 2012, pas en 2017. Je ne vous parle pas des candidats battus, je vous parle du poids que va représenter le groupe NUPES à l'Assemblée. Est-ce qu'il va être obligé de tenir compte d'envoyer des signaux à gauche? Ce qu'il fait déjà. Il l'a déjà un petit peu fait, mais bon, il sera aussi, si la majorité présidentielle a une majorité à l'Assemblée, je ne vois pas pourquoi il changerait les choses. Vous voulez dire une majorité absolue? Oui, absolue. Qui n'est pour l'instant pas assurée, ce qui serait une première, on l'a dit, depuis 88. On peut changer peut-être de sujet, parler du chèque inflation, enfin changer sans en changer vraiment, parce que la Première ministre, donc Elisabeth Borne, a annoncé hier que le chèque alimentation, qui est l'une des mesures phares du projet de loi sur le pouvoir d'achat, sera versé aux plus modestes. C'est plus chèque alimentation. Non, c'est le chèque inflation, absolument. J'ai mis chèque alimentation, mais c'est le chèque inflation qui sera directement versé sur le compte en banque. Hier, on avait le président de l'UFC Que Choisir qui disait que pour lui, l'inflation était encore plus importante selon leur baromètre à eux, qui est encore plus précis. Et on entendait ce matin les prix qui ont augmenté du café, qui ont pris. Il y a des produits qui ont absolument explosé. L'essence, moi je suis passée devant une station-service, 2,20 € pour du 95 en région parisienne. Autoroute Normandie, 2,45. 2,45. Les autoroutes, c'est vraiment des pièges pour ça, hein, sur les autoroutes. Donc la question, c'est ce chèque, déjà le contexte politique, 3 jours, 4 jours avant l'élection, Christian de Villeneuve. Non, moi, et puis surtout cet argent qui Attends, oui, voilà, la planche à billets continue à fonctionner sans aucune conséquence. Donc, ce qui est un peu étonnant et choquant dans l'annonce de la Première ministre, c'est une annonce extrêmement floue, parce qu'on nous dit un chèque inflation qui pourrait concerner entre 3 millions et 6 millions de personnes, excusez-moi de la marge. Bon, donc c'est une déclaration qui est à but électoral.com, comme d'ailleurs, mais comme toutes les déclarations. Non, puis l'augmentation des retraités là de 4%, alors qu'ils n'ont rien touché depuis des années. Donc tout ça est à but électoral. C'est pas très reluisant. Non, mais c'est. Et puis en plus, c'est l'histoire. En plus, dans l'idée des Français, c'est la planche à billets. On peut toujours la faire tourner. Et ça, c'est le vrai sujet. Alexandre, on est certainement en train d'arriver au bout d'un système. Je vois pas comment on peut continuer à pratiquer du quoi qu'il en coûte pour compenser tous les aléas et toutes les difficultés. D'autant plus que les taux d'intérêt repartent à la hausse, ça tout le monde le constate également. Et l'impact sur notre capacité à nous endetter et sur ce que ça va nous coûter de nous endetter, à un moment donné, on va le sentir. Ou alors, il va y avoir encore une injection massive de capitaux de la part de la Banque centrale, mais ça va avoir des effets de second niveau sur la compétitivité de l'euro. Déjà qu'on voit ce qui se passe en termes de valeur de notre monnaie. Donc je trouve qu'on est vraiment dans un modèle de fuite en avant qui est très préoccupant. Philippe David, qui nous écoute et que vous retrouvez tous les jours dans Les Vraies Voix, me dit 2,53 € hier à Paris. Il a vu à une pompe, enfin, vous imaginez. Donc là aussi, je comprends pas. On nous avait dit qu'il y avait un coup de pouce qui était donné, que ce serait en dessous de 2 €. Visiblement, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Il y a une disparité des tarifs qui est quand même très surprenante, et on en revient sur la question des autoroutes qui sont un vrai piège pour les automobilistes. Mais bon, dans Paris, il peut y avoir des explications parce que le loyer coûte très cher, tout à Paris coûte de façon plus cher qu'en province. Dès qu'on sort de Paris, on voit bien que les prix baissent dans tous les domaines. Mais sur les autoroutes, la problématique des stations-service, c'est les redevances qu'elles payent aux concessionnaires. Oui, mais enfin là, je vous parle moi à 2,20 € 95, c'était une station totale. Mais sur les autoroutes, si on voulait à un moment donné être un peu plus équitable, comme globalement les concessionnaires d'autoroutes gagnent plutôt très correctement leur vie, on devrait leur dire voilà, pendant un certain temps, vous prenez pas de redevance sur le carburant. Au moins, ça permettrait de faire baisser 30 ou 40 centimes, parce que c'est vraiment des grosses marges. Je voulais juste ajouter une chose. Cette pérennisation des aides de l'État, elle induit une idée très simple dans l'idée des Français, c'est que c'est un dû. C'est pas du tout exceptionnel, c'est un dû. Et l'État doit être là pour. Au mois d'octobre, on va parler d'un chèque énergie pour aider pour le chauffage et tout ça. Absolument. Non, on rentre dans une dynamique. C'est une spirale dont il sera difficile de sortir. Non, parce qu'on vient de m'envoyer une information. Métropole de Lyon, les Verts veulent créer des pistes cyclables non genrées. Oui. Oh là là, mon Dieu. Non genrées. On devrait souffler l'idée. Madame Hidalgo, elle en manque pas de mauvaises idées. C'est la communauté de femmes à vélo Beyond My Bike qui participe aux réunions techniques
technique. Donc je ne sais pas, non-genré, ça veut dire féministe et écologiste. Je suis totalement... Bon, donc voilà. Mais est-ce que le maire de Lyon a repris cette idée? Parce que si c'est une association, elle n'est pas décisionnaire. Ben, je ne sais pas. Vérifiez l'information. Une file pour les femmes, une file pour les hommes, c'est ça que ça veut dire? Je ne sais pas, je vais regarder ça pendant la pub. Je vous dis ça tout de suite. Alors, quelques précisions sur cette piste cyclable non genrée. Donc, c'est effectivement soit des voies qui seraient réservées à une minorité qui ne se sent ni homme ni femme et qui bataille pour être reconnue. Voilà, donc c'est une proposition évidemment qui a été faite. C'est une proposition, hein, c'est pas la mairie de Lyon, mais c'est le groupe des Verts. Peut-être la dupliquer à toute la société, voilà. Les magasins, les transports en commun, moi, les avions, les trains. j'ai voulu faire un test PCR et donc ça m'a demandé sexe féminin, masculin, indéfini. Il y avait une croix pour indéfini. Donc on est en voie. Il y a de plus en plus de formulaires comme ça administratifs. Voilà. Donc après sur la hausse du pétrole, effectivement, beaucoup d'auditeurs me disent aussi que, et c'est ce que disait aussi le patron de l'UFC Que Choisir, c'est qu'avec l'inflation, la TVA, l'État s'enrichit avec l'inflation. Bien sûr. Donc peut-être que ça finance ces chèques, non? Peut-être. Enfin, quand on voit l'augmentation de la dette, ça finance je sais pas quoi. Électoraliste ou pas cette mesure, selon vous, Frédéric? Oui, Enfin, le timing est quand même... Oui, mais il y avait une mesure équivalente juste avant le premier tour de l'élection présidentielle, je l'ai plus en tête, mais on avait eu ce débat. C'est vrai que oui, d'un autre côté, au-delà de l'électoral, je suis frappé de voir comme la question du pouvoir d'achat, de l'inflation écrase tout, structure tout. C'est vraiment, j'ai rarement vu un sujet aussi fort. On a publié une enquête hier qui a été reprise par Routel Krief sur LCI, très simple, posée à tous les Français. Au cours des derniers mois, direz-vous que votre situation financière s'est améliorée, s'est détériorée, n'a pas changé, s'est détériorée, s'est dégradée, 50% plus 21 points. Bien sûr. 21 points par rapport à octobre 2021. À juste titre. Non mais oui, mais ça on dit non sur ce sujet. Donc si le gouvernement ne fait rien, on dit l'inaction. D'ailleurs, il y a beaucoup de critiques sur le décalage entre le gouvernement qui parle beaucoup mais qui agit peu sur la question du pouvoir d'achat, même s'il y a cette question du quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai que je fais une petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit Alexandre. La question de la réduction de la dette publique arrive maintenant systématiquement en dernier des sujets de préoccupation des Français. Rien à voir avec 2007, on se souvient, François Fillon, l'État en situation de banqueroute, etc. Et donc le gouvernement... François Bayrou qui en avait fait une obsession pendant un temps. Pendant la campagne présidentielle, c'est aussi un levier de son succès de l'époque. Et c'est vrai que, même s'il y a une visée électoraliste certaine, avec en plus des catégories, des personnes âgées qui peuvent voter plus pour la majorité que pour la NUPES, la droite ou le RN, il vaut mieux ça que le reproche d'inaction. Non, ce qui va être difficile, c'est on assiste à un ralentissement de la croissance, et d'autre part, il va y avoir une pression sur les salaires à laquelle les chefs d'entreprise vont avoir beaucoup de mal à répondre. Et là encore, on va vers des troubles sociaux, à mon avis, assez importants cet automne. Et on peut compter sur la NUPES pour avec ces 200 les troubles députés sociaux et rendre la vie de ce quinquennat extrêmement agité et bouleversé. Ça, c'est sûr. Mais en fait, on ne réagit quasiment plus quand il y a une annonce comme celle-là, à quelques jours des élections, parce que ça fait globalement 1 an que le gouvernement d'avant et celui-là pratiquent ce sport. Le président de la République a passé son automne à lâcher du lest dans plein de domaines. Depuis le début de la pandémie. Et tout ça milite. Là encore, mon point de vue, sur le fait qu'il faudra qu'il y ait des règles demain, parce que quand on a le chéquier de la nation, c'est quand même assez facile de jouer et éventuellement d'avoir une arrière-pensée. On devrait avoir une date butoir pour que le président se déclare en campagne ou pas, et non pas lui permettre de se présenter à 3 semaines du premier tour. Il y avait la guerre quand même. Non, mais il y aura toujours un prétexte. Pardon. Oui. Non, mais je suis d'accord, il y avait la guerre. Et alors il aurait très bien pu piloter la guerre. On n'était pas en guerre non plus. C'est pas la France. Vous êtes un peu sévère. Vous réécrivez un petit peu la campagne présidentielle. Il était prévu qu'il se déclare plus tôt. Mais il se serait déclaré, Frédéric, il se serait déclaré 2 semaines plus tôt. De toute façon, l'été dernier, vous le savez comme moi, on entendait dire dans les états-majors que de toute façon, il ferait une campagne éclair. Donc c'était déjà dans les tuyaux. Voilà. Et en tout cas, cette absence de règles du jeu fait que c'est à la main du président de la République. De la même manière, l'absence de règles entre les deux, la présidentielle et les législatives, fait qu'il y a campagne, il n'y a pas campagne, c'est comme il le souhaite. C'est un sujet. On devrait travailler sur ces questions-là parce que ça ne fait pas bien vivre la démocratie. Et après, ça peut fabriquer des monstres électoraux. Je ne dis pas que la NUPES sera un monstre électoral. Enfin, il ne sera pas
représentatif comme il devrait l'être. Il y aura encore ces fameuses absences de représentation et donc une France très difficile à gouverner dans un contexte de crise grave. Quand quelqu'un fait campagne, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, et j'avoue qu'il le fait très habilement et très énergiquement, et ça dit une chose très simple, faites campagne, vous aurez des électeurs qui vont se déplacer, parce que là, les seuls électeurs qui risquent de se déplacer, c'est les électeurs qui vont vouloir voter pour la NUPES. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi Marine Le Pen a aussi peu fait campagne. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Elle est partie déjà mollement, elle s'est arrêtée après le résultat. Elle avait intériorisé que ce qui sera plutôt la règle, que les Français ne se déjugent pas sur leur vote, et c'est vrai qu'elle a laissé l'espace l'espace médiatique à Jean-Luc Mélenchon. Là, je trouve qu'elle essaye de se remobiliser, et c'est vrai que le RN n'a pas les mêmes ambitions que la NUPES, mais lorsqu'elle dit que Jean-Luc Mélenchon ment, entre guillemets, lorsqu'il dit « élisez-moi Premier ministre », même Jean-Luc Mélenchon a fini par le reconnaître dimanche sur LCI. Oui. Je vous propose d'écouter Sandrine Rousseau à propos de NUPES. Écoutez. Bonjour et bienvenue Sandrine Rousseau. Bonjour. On va commencer par ça, c'est anecdotique, mais vous dites NUP ou NUPES? Moi je dis NUPS, parce que c'est un petit côté cacahuète grillée qui donne envie. Mon Dieu. Voilà. Il y a un petit côté barre chocolatée avec les NUPS de notre enfance. Et les écolos font la promotion de la malbouffe maintenant, c'est marrant. Cacahuète grillée, c'est très mauvais. Cacahuète grillée, c'est très mauvais. Oui, absolument. C'est très, très. Et en anglais, nuts, c'est un autre sens. Oui. Protégez-nous de Sandrine Rousseau. Allez, merci. C'est votre avis, Virginie. Je le partage. Mais elle a son adversaire qui s'appelle aussi Sandrine Rousseau. C'est extraordinaire. Comment vous faites? C'est compliqué, ça, non, nous, on va pas estimer sa circonscription, mais je demande, est-ce que les bulletins de vote vont être distingués, pardon, et non pas différenciés, parce que là, ça serait un problème. Ouais. C'est digne de l'époque soviétique entre 45 ou 47, où pour noyer les partis politiques traditionnels des pays de l'Est, les soviétiques, les communistes, créaient des partis qui avaient exactement le même nom. Le même nom. Allez, en tout cas, allez voter. Je vois beaucoup d'auditeurs qui sont... alors Chris me dit, vous n'avez jamais été jeune et con, mais elle n'est pas jeune, Sandrine Rousseau. Elle n'a même pas cette excuse. Voilà. Et donc, allez voter. Effectivement, vous râlez, vous gueulez, vous êtes en colère. Allez voter. Votez pour qui vous voulez, mais allez voter. Et vous ferez mentir les sondages. Allez-y. Non, mais c'est pas une question de faire mentir les sondages. C'est une question de voter et de donner son avis, parce que la politique se charge de vous si vous ne votez pas. Mais bien sûr, et après, vous ne râlez pas. Je veux dire, allez élire vos députés, allez-y et manifestez-vous. Oui. Votre éditeur s'est trompé, c'est pas jeune et con, c'est écolo et con. Ah, voilà. On n'a jamais été écolo et con. Non, bon. Ah non, elle répondait à Stéphane, pardon, désolé Chris. Mais ça nous a permis de rigoler un peu. Merci à tous les quatre, très bonne journée sur Sud Radio.